aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et c'est parti pour une nouvelle année. Toute mon enfance a été faite d'hospitalisation, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Et à cause de ça, arrivé à l'âge adulte, mes veines sont devenues... J'ai des veines au niveau des bras, au niveau des pieds, au niveau des cuisses, mais elles sont toutes fines. À peine l'aiguille rentre dedans qu'elle a déjà éclaté, elle ne supporte pas d'aiguille. Et malheureusement, à cause de ça, mon médecin ne pouvait pas me suivre médicalement parlant. Chaque année, je devais faire des bilans annuels. Je ne pouvais pas au niveau des prises de sang. Je faisais tout ce qui est radio, mais tout ce qui est prise de sang, ce n'était pas possible parce que dès qu'on avait besoin de me suivre, de me faire une prise de sang ou dès que j'étais hospitalisée, il fallait me poser une voix. J'étais toujours obligée de passer par la case, comment on appelle ça? La case bloc. Les médecins, les anesthésistes privilégiaient mes jugulaires, donc les veines au niveau du cou, privilégiaient mes veines fémorales, donc c'est-à-dire ici, dès qu'ils avaient besoin de me poser une voix. Et également en sous-clavière, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et à cause de piquer tout le temps au niveau de ces artères-là, elles sont devenues fragiles. Et du coup, il y a 5 ans de ça, il y a 5 ans, oui, mon médecin référent au centre de drépano m'a proposé de poser une chambre implantable. Je ne savais pas ce que c'était. Et je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. Pour moi, c'était l'occasion d'avoir une voie pour quand je suis hospitalisée pour pouvoir piquer dedans tout de suite. Donc, elle a organisé la pose de la chambre implantable qui s'est passée ici en Guadeloupe, dans une clinique, pas au CHU, mais dans une clinique, avec un chirurgien qui savait poser les chambres implantables plutôt, parce qu'elle avait l'habitude de travailler avec lui. Et ce jour-là, j'ai stressé. La veille d'abord, j'ai stressé à mort sur la pose de ce truc-là. Le stress... Le jour J, le stress a déclenché une crise avant même que j'arrive au bloc, c'est-à-dire dans la chambre. Arrivé au bloc, je dis aux infirmières, à l'anesthésiste et aux chirurgiens que j'ai mal depuis le matin. Je pense que c'est à cause du stress. Donc le chirurgien a essayé de me dire d'oublier, que c'est dans la tête, que ça va aller. Mon œil, ça n'a pas été. Il a posé la chambre implantable, c'est ici. Est-ce que tu vois bien? Je mettrai une photo quelque part pour que tu vois mieux comment est la cicatrice. Il a posé la chambre implantable malgré mes douleurs. Et c'est désagréable de poser ce genre de truc. Il m'a pas endormi, il n'a pas fait une anesthésie générale. Il m'a endormi tout le bras. Et je crois par ici et en dessous là, il me semble. J'ai pas eu mal. Mais c'est désagréable le fait d'endormir les nerfs. D'endormir les nerfs, c'est désagréable. Parce que mon bras il bougeait tout seul. C'est normal, m'a dit le chirurgien. C'est le fait d'avoir endormi les nerfs qui fait qu'il y a une réaction au niveau de mon bras. Bref, il a posé la chambre. L'intervention s'est bien passée malgré les douleurs. Je suis retournée à ma chambre et à ce moment-là, la douleur a empiré.
Je n'ai pas eu de calmant pour diminuer la douleur parce que le service où j'étais ne connaissait absolument rien de la drépano. Donc, j'ai fait appel à mon médecin qui a fait appel aux urgences du CHU où ils m'ont transféré et ils m'ont prise en charge pour la crise. La crise est passée, ça a été traité, je suis rentrée à la maison avec ma chambre implantable. Quelques mois après, j'ai eu une crise et j'ai profité de cette occasion-là pour dire aux infirmières que j'ai une chambre implantable, qu'il faut piquer dedans, que ce n'est pas la peine de chercher de veine, que ça ira très vite, patati patati patata. Sauf que les infirmières aux urgences, ce jour-là, avaient peur de ma chambre implantable. L'une d'entre elles ne connaissait pas du tout, d'accord? Et les autres, elles étaient 3, et les autres avaient peur de piquer dedans. Donc, dans ma tête, je me dis, attends, vous êtes des infirmières ou vous n'êtes pas des infirmières? C'est quoi le truc? Donc, je leur explique qu'il faut à ce que m'a dit le chirurgien, il faut piquer dedans avec une aiguille particulière. Elles n'ont pas voulu, elles ont voulu piquer autre part. Je leur ai fait comprendre qu'il est hors de question qu'elles me touchent ailleurs. Le seul endroit où ils vont poser la voix, c'est dans ma chambre implantable. Donc, elles sont parties se renseigner, je pense, en réa, qui leur a expliqué comment faire et leur a emmené la fameuse aiguille pour piquer dedans. La femme a piqué dans le truc, elle n'a pas réussi. Donc du coup, tout s'est enchaîné. Je suis partie au bloc pour poser une voie fémorale. Ma crise a été traitée, je suis rentrée à la maison. Quelques jours après, c'est-à-dire dans la même semaine, je suis retournée aux urgences parce que j'avais de nouveau mal. Et cette crise-là, en fait, c'était un truc que je n'oublierai jamais. La crise que j'ai eue quelques jours après être passée aux urgences, le jour où la dame a piqué dedans, je ne savais pas que l'infirmière avait tout un protocole de protection pour piquer dans la chambre implantable. Ce qu'elle n'a pas fait, c'est-à-dire elle devait porter un masque, elle devait porter une blouse, elle devait porter des gants stériles. Madame n'a pas fait rien de tout ça. Donc du coup, ce jour-là, j'ai chopé un virus, un champignon, enfin j'ai chopé, je ne me rappelle plus le nom du truc, j'ai chopé quelque chose dans la chambre implantable qui m'a donné une infection du sang. Et c'est ce qui a déclenché la crise quelques jours après que je sois sortie d'hospitalisation. La fille n'a pas fait ce qu'il fallait. La fille ne s'est pas protégée pour piquer là-dedans. Je ne le savais pas. La crise a engendré plein de complications. J'ai été en réanimation et c'est en réanimation qu'ils ont constaté que j'avais une infection du sang et que l'infection du sang venait d'un germe que j'avais chopé dans la chambre implantable. Donc, ils ont dû envoyer un échantillon en France pour créer un antidote qu'ils ont renvoyé en Guadeloupe pour pouvoir traiter l'infection. Donc, l'infection a été traitée, je suis retournée au service où j'étais hospitalisée et je suis rentrée chez moi. Ah oui, j'ai pas expliqué c'est quoi une chambre implantable. C'est un petit appareil qui est en deux parties. Donc, la partie qui ressemble à un bouchon de bouteille et au-dessus et en dessous, il y a un autre mécanisme plat avec une tubulure qui part d'un côté qui est reliée à la veine. Voilà. Donc, du coup, mon médecin a préféré que je l'enlève à cause du germe que j'ai chopé et parce que ça n'a pas fonctionné quand je l'avais. Après, elle m'a proposé de me poser une fistule. Là, je savais à peu près ce qu'était une fistule parce que j'avais une amie qui, elle aussi, avait une fistule. Et quand elle me l'a proposé, là non plus, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite.
Et là, la fistule, a été posée en France et non en Guadeloupe par un chirurgien renommé, un chirurgien adorable, que je n'oublierai jamais d'ailleurs, qui est à la retraite aujourd'hui. Il connaissait mon médecin traitant, il connaissait ce que engendre la maladie, les complications et tout ça quand un drépano passe au bloc. Voilà. Donc, j'étais hospitalisée dans une clinique à Paris. La fistule a été posée au niveau de mon bras droit. Au début, le jour J, j'avais juste cette petite cicatrice-là. Voilà. Donc, le chirurgien, il a juste fait cette entaille-là pour pouvoir poser la fistule. La fistule, qu'est-ce que c'est? Une veine normale qui est reliée à mon artère principale. La veine est plus petite et le fait qu'elle soit reliée à l'artère, donc le débit de sang qu'il y a dans l'artère sera identique dans la veine. Entre la pause et le retour à ma chambre, j'ai eu un caillou qui s'est formé dans la fistule. Je suis passée par la salle de réveil et ensuite on m'a transférée à ma chambre. Arrivée à ma chambre, l'infirmière vient m'ausculter, me demander si tout va bien, si je n'ai pas mal. Beaucoup, parce que j'avais mal, elle le savait. Et elle a profité pour écouter le drill de la fistule. Qu'est-ce que le drill? Le drill, en fait, c'est le flux du sang qu'on entend dans la veine. Donc, elle a écouté avec son stéthoscope. Elle n'a rien entendu. Donc, à son visage, la dame n'était pas discrète du tout, à son visage, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, malgré le fait que j'étais encore sous l'effet de l'anesthésie générale. Donc, je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'explique, elle me dit qu'elle n'entend pas le drill. J'ai dit, d'accord. Dans ma tête, hein, j'ai dit, ok. Mon compagnon qui était dans la chambre avec moi a fait une tête aussi. Elle a été demandée informer plutôt le chirurgien de la situation. Ça n'a pas pris 5 minutes, je crois. Et elle revient, elle me dit, je retourne au bloc. Ah, t'es sorti en bloc là. Je venais de sortir du bloc. Qu'elle me dit que je dois retourner au bloc. J'étais encore sous l'effet de l'anesthésie générale. Elle ne m'a pas demandé mon avis. Dans ma tête, je savais que je devais retourner de toutes les façons. J'ai été de nouveau anesthésiée généralement. Le chirurgien a fait ce qu'il fallait faire plutôt, et a enlevé les cailloux. Donc, je suis retournée dans ma chambre. Ma fistule a fonctionné. Donc, on entendait le flux du sang qui passait dans la veine. Et quand on posait la main au niveau de mon bras, on sentait le sang, on sentait un petit battement. Donc, ça fonctionnait. J'ai gardé ma fistule, je crois, 6 mois. Et pendant ces 6 mois, elle s'est bouchée 2 fois. 2 fois, je suis repartie en France pour la déboucher. Donc, la toute première fois, ils m'ont injecté encore un liquide pour pouvoir fondre les cailloux de sang. La deuxième fois où la fistule s'est bouchée, le chirurgien devait carrément ouvrir tout mon bras parce que j'avais un tas de cailloux tout le long de la fistule qui fait qu'il s'est bouché. Donc, il a fait l'intervention. Il a dû ouvrir beaucoup plus que la petite que j'avais là pour gratter, pour enlever tous les cailloux. Et finalement, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, je suis partie dans une autre hôpital à Paris. Avant tout, ils ont débouché la veine et ensuite, ils m'ont mis un ballon pour élargir la taille de la veine. Ce truc-là fait archi mal. Parce que au fur et à mesure que le ballon, il gonfle, donc il augmente la taille de la veine, ça fait mal. Ça fait un mal de chien. J'ai serré mes dents, je ne sais pas combien de minutes, le temps que le ballon se gonfle. Et en plus, il ne se gonfle pas d'un coup comme ça. Le truc qui prend du temps pour se gonfler, mon Dieu.
Le truc prend un temps fou pour se gonfler. Donc, pendant l'intervention, le radiologue m'a donné du quinoa, du Myopa. Ça passait bien rien. Et au final, j'ai serré les dents, j'ai tenu. Et le ballon a fini par se gonfler. Et après ce ballon-là, j'ai de nouveau eu un caillou de sang qui s'est formé dans la veine. Donc du coup, le chirurgien qui m'avait posé la fistule, avec l'accord et avec l'avis de mon médecin référent en Guadeloupe, ils ont voulu me mettre une fistule ailleurs. Donc, le médecin me reçoit dans son cabinet, toujours à Paris, m'explique que c'est pas la peine de continuer d'essayer de sauver cette fistule-là parce qu'il pense que déjà la veine, elle est trop fragile pour supporter une fistule. Le ballon l'a encore plus fragilisé, donc il préfère la boucher et me mettre une autre fistule. Moi, quand écouter ici là, en cas garder ici là, et je me dis, mon Dieu, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? J'étais toute seule en France à cette période-là. Et comme d'habitude, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. J'ai dit oui, d'accord, allez-y. Et je lui demande où est-ce qu'il va poser la fistule. Parce que ce bras-là, c'est plus possible avec la chambre implantable qu'il y a eu. Celui-ci, il y a encore la fistule, mais il bouchait. Où est-ce qu'il va me poser ce truc-là? Donc, il m'explique qu'il va me la mettre sur la cuisse. J'ai dit au monsieur, sur la cuisse. Il me dit oui, de ne pas m'inquiéter, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a déjà fait ce genre d'intervention. Il sait que c'est beaucoup compliqué à faire, mais qu'il va réussir. Comme j'avais une confiance folle en ce monsieur-là, j'ai dit d'accord, je suis là, de toutes les façons, je suis là, autant finir avec ça une bonne fois pour toutes. Donc du coup, quelques jours après, j'ai de nouveau été hospitalisée pour la pose de cette fistule-là. Mon médecin référent m'a expliqué, tout en étant en Guadeloupe, mon médecin m'a expliqué que ça va bien se passer, qu'il a l'habitude, qu'elle a confiance en ce chirurgien-là et qu'il n'y a pas d'autre solution que de la poser ici parce que, comme je le pensais, mes autres veines ne peuvent pas supporter de fistule, donc d'essayer. Donc, je lui ai dit oui. Alors, donc, le jour de l'intervention, dans le bloc, le chirurgien a encore essayé de me mettre à l'aise, a encore essayé de me déstresser pour bien supporter l'intervention. L'intervention s'est bien passée. La fistule a été mise en place sans problème. Et je suis restée quelques jours hospitalisée. Ensuite, je suis retournée chez moi en Guadeloupe. Pendant mes hospitalisations, mes voies veineuses étaient posées sur ma fistule à la cuisse. C'était une bénédiction pour moi. Quelques mois après, je ne sentais plus le drill. C'était un samedi. Je ne sentais plus le drill au niveau de ma cuisse. J'avais beau chercher, j'avais beau toucher, je ne sentais rien du tout. J'étais stressée comme pas possible, j'avais peur comme pas possible. En plus, c'était un samedi, je ne pouvais pas appeler mon médecin pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma fistule. J'ai dû attendre que tout le week-end passe et le lundi, pipilit chantant, je l'ai appelé et je lui ai dit que je pense que la fistule est bouchée. J'ai passé comment on appelle cette radio-là encore? Une échographie de la fistule et effectivement, j'avais un tas de cailloux de sang dans la fistule. Donc, je suis partie de nouveau en France pour la déboucher.
Et la grande cicatrice, je vous mettrai une photo, la grande cicatrice que j'ai au niveau de la cuisse, c'est ça. Le chirurgien m'a dit qu'il a dû faire une plus grande entaille parce que ce que montrait la radio était beaucoup plus important que ça. En fait, j'avais des cailloux de sang tout le long de ma fistule. Donc, il a dû gratter, il a dû fouiller, gratter pour enlever tous les cailloux de sang. Et ça s'est bien passé. J'ai été hospitalisée pendant quelques jours. Et comme par hasard, encore une fois, comme par hasard, encore une fois, lors d'une radio de contrôle, il constate que j'ai encore des cailloux de sang dans ma fistule. Donc, du coup, il a préféré de ne plus m'opérer parce que ça faisait trop d'interventions pour moi en si peu de temps. Ils ont fondu, j'ai passé une... Comment ça s'appelle cette radio-là? Oh, je me rappelle plus. Bon, bref, c'est une sorte de radio où ils font rentrer, où ils piquent plutôt. C'est plus, ça fait moins peur. Où ils piquent dans la fistule, juste au niveau de l'aine là. Ils piquent dans l'artère, va au niveau de la fistule et injecte un produit pour fondre les cailloux de sang parce qu'ils n'étaient pas si gros que ça. Pendant que le radiologue était dans la fistule, ils ont profité pour me mettre un stent. Donc un stent, c'est comme un bigoudi. Vous savez les bigoudis de nos grands-mères qui a un ressort dedans. Donc ça ressemble à ça. Et ce qui permet jusqu'à aujourd'hui, 4 ans plus tard, que la veine qui me sert de fistule soit élargie et reste élargie. Donc en fait, imaginez que ça c'est le stent et ça c'est ma veine. Donc le fait de mettre le stent dans la veine fait que la veine reste de cette taille-là et ne se rétrécit pas. Donc aujourd'hui, 4 ans plus tard, ma fistule, je porte un stent pour garder ma fistule en état. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Les avantages et les inconvénients de ma fistule. J'ai tout noté. Parce qu'au fur et à mesure que je me rappelais des avantages et des inconvénients, je les notais. Donc, on va commencer par les inconvénients. Alors, les inconvénients, j'en ai pas mal. Mais je m'y suis fait, j'ai appris à gérer, j'ai appris à m'organiser avec tout ça. Donc, conduire sur de longues distances. Ma voiture, c'est une automatique. Mais malgré ça, le fait de garder la jambe en permanence sur l'accélérateur, ma jambe, elle gonfle. Donc, heureusement que ma voiture, c'est une automatique. Donc, quand je sens que ma jambe, elle a gonflé, de temps en temps, je lâche l'accélérateur et la voiture continue à avancer tout seul. Marcher sur de longues distances, pareil. Donc, vous savez que j'aime les randonnées. Mais, comme je l'ai toujours dit, je fais des randonnées courtes. Je ne fais pas des randonnées de 4 heures, 5 heures. Hors de question. Et donc le fait de marcher pendant longtemps, la circulation elle est différente dans ma jambe et ma jambe gonfle également. Donc du coup, quand je fais des randonnées ou quand je marche, par exemple quand je vais faire du shopping, ce genre de trucs, je fais des pauses, de nombreuses pauses. Je m'assois, je me lève, je m'assois, je me lève et je continue. Ensuite, porter des talons. Ah mon Dieu, les talons.
j'adore les talons. Je ne peux plus porter des talons comme avant. Je vais rester 2-3 heures avec et je passe aux chaussures plates. Ballerines, sandales, ce genre de trucs. Malheureusement, comme quand je marche, ma jambe, je sens la circulation différente au niveau de la jambe et ma jambe, elle gonfle. Ensuite, surveiller le trail. Donc, je suis toujours sur le qui-vive. Je veille tout le temps, même si je le stente, je sais que je l'ai, mais je vérifie que je sens le petit battement, je sens la petite vibration au niveau de ma fistule. C'est très important, je n'ai plus envie de qu'elle se bouche. Donc, je crois que tous les jours, je vérifie qu'elle est là. Ensuite, attention que je cuisine. Ah oui, mon plan de travail dans ma cuisine, je crois que mon plan de travail arrive à ma taille là. Mais quand je coupe des légumes, etc., enfin, quand j'ai un couteau à la main, je fais toujours attention que le couteau ne m'échappe pas. Ma fistule, elle est superficielle, donc elle est à même ma peau. Donc, vous imaginez, si le couteau dérape et que le couteau passe sur ma fistule, je me vide de mon sang. Assise trop longtemps, oui. Donc, je suis en formation en ce moment. Et vous savez que quand on est en formation, on est assis du matin jusqu'en fin d'après-midi, même s'il y a les pauses entre midi et 2 et les pauses goûter, les pauses casse-croûte. Mais rester 2 heures de temps assise, pour moi, c'est pas possible. Donc, du coup, je me lève souvent. Soit je vais remplir ma tasse, soit je vais remplir ma bouteille pour refaire la circulation de ma jambe. Elle gonfle quand je reste assise trop longtemps. Quand je rentre à la maison et que j'ai la jambe gonflée, je vous ai déjà mis des photos sur ma page Facebook, je mets les bas de contention. Parce que si je ne fais pas ça, ma jambe va rester gonflée jusqu'au lendemain. Donc, pour faire la circulation, je suis obligée de passer par la case bas de contention. Je déteste ça, mais je suis obligée. Voilà. Ensuite, piquer dedans. Ah, ça, pas n'importe qui ne piquera dans ma fistule. Il est hors de question. Tant que j'ai encore ma tête et tant que j'ai encore ma bouche pour dire non, vous ne piquerez pas dedans, on ne pique pas dans ma fistule. Pas n'importe qui. Les seules personnes qui sont amenées à piquer dedans, c'est les infirmières qui travaillent au centre de drépano pour faire mes échanges. Et quand je suis hospitalisée, et ça c'était il y a quelques années, c'est une infirmière qui travaille en hémodialyse. Parce que les infirmières en hémodialyse, c'est leur dada. Ils savent piquer dans les fistules puisque les patients qui font des dialyses ont également des fistules au niveau des bras. Donc, voilà. Ensuite, c'est tout pour les avantages. Et on passe... Non, c'est tout pour les inconvénients, pardon. Et là, je passe aux avantages. Il n'y en a pas beaucoup sur ma liste, mais c'est beaucoup pour moi. Alors, plus besoin d'être piqué plusieurs fois. Ah! Bonheur, 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 que du bonheur. Quand j'arrive aux urgences, je ne ressemble plus à un sapin de Noël. Un seul sur ma cuisse au niveau de la fistule. Qu'est-ce que j'écris? Prise de sang, perfusion, échange, saignée une fois. Ben ouais, voilà ce que je disais. Prise de sang, perfusion, échange, saignée une fois. Et c'est tout de suite. Bilan. Ah mais oui, puisque c'était à mon chachou. Donc c'était l'élément qui me manquait pour me suivre médicalement. Les radios et les nombreux tubes. Vous savez les nombreux tubes qu'on prend quand on fait des bilans. Donc voilà. Ça a été laborieux de poser cette fistule-là. J'ai galéré, j'ai souffert physiquement, souffert émotionnellement. Vous savez, hein, de rester des semaines, des mois en hospitalisation.
Vous savez ce que c'est. Ça fait 5 ans que j'ai ma fistule. 5 ans de bonheur. 5 ans, je ne regrette pas d'avoir dit oui, oui, oui. 5 ans où je respire. J'ai tout dit sur ma fistule. Donc, avant de terminer la vidéo, j'ai un message à faire passer. Donc, je vais passer un coup de gueule. Là, j'en ai marre. Les personnes mal intentionnées, les personnes sans scrupules, qui utilisent plutôt ma chaîne pour ça, désabonnez-vous de ma chaîne, s'il vous plaît. Je ne cautionne pas. Je ne supporte pas. J'en ai marre d'effacer vos messages de vente de médicaments miraculeux pour la drépanocytose. De là à utiliser ma chaîne, à utiliser mon nom, c'est-à-dire la vie d'une maman drépanocytaire, pour faire votre pub de médicaments à la noix, de potions magiques qui n'y coulaient à la boue, sur ma chaîne. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous regardez ma vidéo, j'espère que vous entendrez ce message-là. Sortez de ma chaîne, désabonnez-vous de ma chaîne. Si on a utilisé plutôt mon nom pour un médicament, quel qu'elle soit, dites à cette personne-là non, que ce n'est pas moi. Mes abonnés, vous me connaissez. Si vous êtes abonné à ma page Facebook, vous savez ce que je pense des médicaments qui ne sont pas prescrits par les médecins. J'en ai marre de voir ce genre de voir des personnes encore mal intentionnées au monde qui utilisent la maladie, qui utilisent la souffrance pour se faire de l'argent sur le dos des gens. Je dis bien de l'argent parce que sur les messages que vous mettez, Zotka dit que ça ne coûtera pas cher ou que les frais de livraison sont gratuits. Et Zoka, vous mettez un numéro de téléphone à dans message là. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire en créole, vous mettez sur vos messages un numéro de téléphone et qui plus est, les livraisons, les frais de port sont gratuites ou que le médicament ne coûte pas cher. Ne faites plus ça, s'il vous plaît. J'en ai marre de supprimer. Et si ça continue, ok, bloquez les autres, enlève chaîne en moi. Ça fait un sujet de vidéo. On va me détester, c'est pas grave. C'est un bon sujet de vidéo, ça. Parler de ce genre de personnages, de ce genre de personnes avec leurs soi-disant potions qui a la couleur de la boue et leurs soi-disant médicaments miraculés. Donc, voilà mon coup de gueule. J'ai terminé. J'espère que je n'aurai plus l'occasion de faire ce genre de coup de gueule sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans ma prochaine vidéo.